Il y a un président qui a marché comme ça aussi dans son pays, le président Mobutu. Okay, il était bien au départ, il faisait des choses bien, mais après tout a changé, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut dire que monsieur est suivi comme ça parce que c'est un méchant qui fait peur aux gens, comme Mobutu faisait peur aux gens, comme Kim Jong-un, où les gens le suivent comme ça vraiment parce que c'est quelqu'un de bien? Voici le président nigérien, le général Tiani, qui quitte l'aéroport marchant à pied jusqu'à son domicile. C'est puissant, c'est imposant, c'est bouleversant aussi. Suivant. Quand l'avion présidentiel s'est posé à l'aéroport Gyori Amani, la clameur s'est immédiatement élevée. Les cris de joie, les applaudissements, les chants, tout témoignait de la profonde attente de la population. Mais l'instant le plus marquant est survenu lorsque, contre toute attente, le chef de l'État a décidé de marcher. Oui, marcher depuis l'aéroport jusqu'au palais de la présidence. Entouré d'une foule compacte, le général Abdourahmane Tiani s'est engagé dans cette longue traversée de la capitale. Foulant chaque pas au rythme des acclamations, sur son passage... Regardez le nombre de personnes, regardez le nombre de gens qui suivent un président. C'est inspirant. Vous savez, généralement, on parle beaucoup de M. Ibrahim Traoré, qui est un homme grand, qui fait beaucoup de choses. Je pense qu'il est essentiel qu'on touche un peu sur le Niger aujourd'hui pour essayer de récapituler, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé au Niger. Le président Tiani est au pouvoir depuis 2023. Mais depuis 2023, qu'est-ce qui a vraiment changé? Okay. Est-ce que ça avance ou ça recule? On va essayer de très rapidement jeter un coup d'œil pour comprendre où nous sommes. Numéro 1. 2023, décembre, plus de 1000 soldats français ont été expulsés du Niger. Pourquoi? Simplement parce que le Niger, le gouvernement, le nouveau, avait demandé à l'ambassadeur français de venir en réunion. C'est tout à fait normal. Il y a un nouveau shérif en ville, il faut venir au bureau pour avoir une discussion. L'ambassadeur français a carrément snobé la réunion. Je ne sais pas s'il se pensait un peu supérieur aux Nigériens, n'a pas donné de réponse du tout. Quelque temps plus tard, le gouvernement nigérien a mis la pression, mais c'est le Quai d'Orsay qui a répliqué disant « Nous ne respectons pas ceux qui sont au pouvoir par la force. Nous reconnaissons M. Mohamed Bazoum. » C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économique, politique, sur les plans pour son pays. Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitime, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. C'est quand même bizarre, vous venez chez autrui, la loi a changé, il y a un nouveau shérif en ville, mais vous ne voulez pas vous présenter au bureau pour vous exprimer. Beaucoup de personnes pensent que le Niger n'avait pas pour objectif de chasser la France, du tout. C'était question, vous êtes là, on va essayer de discuter, de coopérer. Si c'est gagnant-gagnant, on continue. Mais la France a refusé. Et c'est avec ça que le Niger a mis la pression sur la France, demandant à ce que les militaires français quittent le territoire. M. Macron a essayé de résister, mais la population nigérienne est sortie dans les rues en soutien des populations burkinabées. Tellement cette pression était ultime, ils étaient obligés de quitter le territoire. Numéro 2. En 2024, il y a eu fermeture de bases américaines dans les sites de drones liés à la CIA. En effet, la CIA avait des bases militaires au Niger pour objectif de visualiser, vous savez, espionnage et tout le bazar. Enfin, ils disent que c'était là pour surveiller les terroristes, mais bon, on ne sait pas tout à fait. La base a été fermée. Pourquoi ? La base a été fermée simplement parce que, à l'arrivée de M. Tiani, son ministre des Affaires étrangères a fait un voyage en Iran. Arrivé en Iran pour voir son homologue iranien, pour discuter business, les Américains étaient en tremblante. Ils ont dit, le Niger est parti en accusation, parti en Iran pour faire quoi? Il serait parti pour revendre l'uranium à l'Iran. C'était des accusations non fondées. Au lieu de demander au Niger carrément et gentiment, dire écoutez, monsieur, nous on veut discuter avec vous, on ne veut pas que vous ayez des collaborations avec tel ou tel. Ils ont commencé par accuser. Pour quel objectif? L'objectif était simple. Le Niger, comme la plupart des pays africains le font généralement, reviendront en se justifiant en disant écoutez, ce n'est pas ça, nous ne sommes pas partis pour vendre l'uranium et tout le bazar. Au contraire, ils ont eu l'effet contraire. Le général Tiani a dit désormais, ce n'est pas à vous de nous dire qui sera notre ami. Ce n'est pas votre responsabilité à vous, nous ne sommes pas vos enfants. On peut être amis à qui on veut. Donc si on veut être amis à l'Iran, c'est à nous de le faire. D'ailleurs, prenez vos clics et vos claques et taillez-vous. Et c'est à partir de là que l'Amérique a dépêché des diplomates pour aller rencontrer M. Tiani. Vous savez, généralement, quand on veut aller voir un président d'une république, on envoie une lettre, une lettre déterminant quand est-ce qu'on souhaiterait voir le président. Et c'est au président, en tout cas son bureau, de répondre disant le président sera disponible le 23 du mois de juin. Venez à 10h. Mais ils n'ont pas envoyé de lettre officielle au gouvernement nigérien disant nous souhaitons venir voir le président. Pourquoi? Évidemment, nous sommes américains. Personne ne peut nous arrêter. Ils ont pris l'avion, sont partis au Niger sans s'annoncer. Arrivés là-bas, ils ont demandé, exigé de voir le président de la République. Ça n'a pas été accordé. On leur a demandé de partir.
Le jour d'après, on a demandé à ce que les bases soient fermées et qu'ils quittent. Et c'est à partir de là, évidemment, le Niger a fait venir les Russes pour accélérer la motion. Et c'est comme ça que les Américains sont partis. Et peu après, évidemment, il y avait un sénateur très en colère par rapport à ça, disant Mr. Speaker, I rise to warn this body of the deteriorating conditions in the African country of Niger and to give rise to the concern of service members and contractors. Donc vous voyez le sénateur qui dit clairement, si c'était lui, s'il y avait un président fort à l'époque, c'était pas Donald Trump, c'était Biden, il serait parti bombarder le Niger. We know that Russians are behind the wire. You know what a real US president would do? Say that C-130s are on their way to Niger today with the water and the medicine and the food our troops need, that they will have a full fighter pilot escort there, and if the Nigerian government or any other third world thug tries to even turn on their air defense systems, we should show those leaders and those thugs what the target package looks like on their houses and their family members. C'est pour vous montrer l'esprit, c'est dans quelle tendance on serait parti bombarder ces Africains. Le Niger l'a fait sur quel cadre? Le cadre, c'était la souveraineté. Depuis l'arrivée de M. Tiani, le Niger s'est retiré de la CEDEAO. C'est arrivé en janvier 2025 après les sanctions sur le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Pourquoi c'est arrivé? Ceci, évidemment, sont les conséquences, numéro 1, des sanctions effectuées sur eux. Quelles sanctions? La CEDEAO a fait des sanctions sur le Niger. Quand le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de ne plus s'allier ou de discuter avec la France comme d'habitude. Pourquoi était-il en colère? C'est bizarre. Pourquoi la CEDEAO était en colère? Puisque le Niger décide de se diriger, de se leader, de se guider, de prendre son avenir en marche. Pourquoi ça dérange les Africains quand un frère africain décide de prendre son avenir en marche? Pourquoi les Africains sont dérangés? Rappelez-vous, ils sont partis en Europe pour demander la bénédiction des Européens pour aller bombarder au Niger. C'est pourquoi nous estimons qu'il est important de venir en Espagne pour parler à nos partenaires de l'Union européenne afin qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils nous apportent le soutien qu'ils sont en mesure de nous apporter. Quelles étaient les sanctions? Fermeture de frontières, suspension des échanges, coupure d'électricité. Fermeture des frontières, c'est-à-dire les frontières étaient fermées. On ne pouvait plus survoler les avions, avec les avions les territoires de l'ECOWAS, de la CEDEAO. C'était interdit. Il y a eu coupure d'électricité. Le Nigeria a coupé l'électricité au Niger, parce que le Nigeria, évidemment, fournissait de l'électricité au Niger. Bien que le Niger produisait beaucoup d'uranium pour en faire de l'électricité, le Nigeria envoie l'électricité au Niger. Et ils n'ont pas tenu en compte le fait qu'il y avait des gens à l'hôpital à l'époque. Il y avait des bébés dans des couveuses, des femmes enceintes, des gens ont besoin d'oxygène, qui n'ont malheureusement pas pu être traités parce qu'ils ont coupé l'électricité. Et tout cela, c'était sous couvert de quoi? Ils voulaient aller sauver Mohamed Bazoum. C'est malade de vouloir sauver un monsieur Bazoum pendant que vous sacrifiez une grande majorité de personnes qui sont innocentes dans des hôpitaux. À partir de ces sanctions, en septembre 2023, il y a eu création de l'Alliance des États de Sahel. C'est là que le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont venus ensemble. Évidemment, les amis, nous essayons de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Tiani. A-t-il changé les choses dans la positivité ou pas? Le Sahel est né. Le Mali, Burkina Faso et le Niger ont montré leur fraternité, comme on l'a toujours dit. Évidemment, les Africains, vous savez, ils adorent s'appeler frères. Mon frère. Mais le mon frère n'est jamais soutenu par le bonheur. C'est un mon frère sournois, dans l'objectif d'observer, objectif de détruire quelquefois. C'est une tristesse. Malheureusement, ce n'est pas valide pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. En juillet 2024, on transforme l'histoire en une confédération des États du Sahel. Ils signent leur pacte de défense, une force commune de 5000 hommes. 5000 hommes ensemble pour défendre les États du Sahel. En janvier 2025, on crée le passeport biométrique commun entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est ça la fraternité. C'est ça des gens qui comprennent que les pays sont un grand mensonge. C'est ça ces gens qui sont des vrais frères. Pas besoin de limitation. Regardez le Congo ici, regardez le Congo Brazzaville, Congo, République du Congo et l'autre, comment on va appeler, RDC, République démocratique du Congo. Ils sont tous appelés Congo. Mais ce sont des gens qui ne s'entendent pas. Ah non, il faut vous dire la vérité. Ils sont dans des compétitions. Qui est le vrai Congolais? Ceux-là appellent les autres Zaïrois. Les autres appellent, je ne sais plus comment vous appelez ça. Enfin bref, les gens qui ne comprennent pas qu'ils sont en effet des mêmes peuples. Surtout ceux qui sont dans le centre. Ceux qui sont vers Brazzaville et ceux qui sont dans... Je ne sais pas qui a créé cette mentalité, qui a tracé les lignes, qui évidemment sont imaginaires. C'est ça. C'est des choses qui ne sont pas... C'est minable. Ok? Oh, toi, tu es du Rwanda là-bas. Tu n'es pas de l'Ouganda. Toi, tu es du Kenya. C'est des choses que je ne comprends pas. Pendant que les peuples sont les mêmes peuples. Au Niger, ce n'est pas la situation. La fraternité est comprise. Ce sont les gens qui avancent et se protègent. La preuve en est que dernièrement, pendant que le Mali traversait un moment difficile sur le plan carburant, le Niger envoyait des tanks pleins de carburant. Envoyés avec des militaires. Ok? Ils auraient pu dire que le Mali envoie des militaires et des tanks pour venir chercher le carburant. Pour pas que leurs militaires soient en danger. Mais ils ont envoyé leurs militaires et leurs tanks.
C'est-à-dire, allez-y. Si ça chauffe, que ça chauffe. Ça vous donnera aussi de l'expérience. Allez, c'est quel niveau de fraternité on peut donner son fils et le risquer sa vie. C'est ça, la fraternité. Depuis que le président Tiani est au pouvoir, il y a eu tension avec la Chine. Tension avec la Chine, évidemment, c'était aussi posé quelque part en mars 2025, dû à l'expulsion des 3 dirigeants du CNPC. CNPC, évidemment, c'est une entreprise de pétroleum où il y avait un problème majeur. Les ingénieurs chinois travaillant au Niger recevaient à peu près $8,600, ok, $8,600 le mois, pendant que les Nigériens ayant les mêmes qualifications avaient $1,200. De $8,600 à $1,200, c'était inacceptable. Ça, c'est le genre de choses que vous ne pouvez jamais voir dans beaucoup de pays africains. Dans beaucoup de pays africains, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche face à un Chinois. Parce que le général va te mettre en prison, le colonel va te chicoter, le caporal va te cracher dessus. Et le gouverneur va mettre toute ton famille au cachot. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes-là sont dans la poche du Chinois. Il n'y a pas que les Chinois, il y a aussi les Libanais, il y a les Pakistanais, c'est ça. Les locaux n'ont aucun droit, aucune autorité, aucun pouvoir, aucune valeur. Pas au Niger. Dans beaucoup de pays africains, quand un noir commence à travailler pour un blanc, que ce soit dans les ambassades ou autre chose, il commence à mépriser les autres noirs. Il raconte des bêtises aux blancs sur le noir pour pas que... C'est bizarre. Vous allez aux ambassades, la façon dont on vous traite. Le blanc te traite même beaucoup mieux que les noirs. C'est comme s'il veut montrer aux blancs combien tu es un imbécile. Combien il faut pas qu'on te donne un visa. Tu es risqué. Pas au Niger. Pas au Niger. Au Niger, on a expulsé 3 dirigeants. 3 dirigeants expulsés 48 heures en 48, quittaient le pays depuis l'arrivée du président Tiani. Depuis le président est là, il y a eu dissolution de tous les partis politiques pour un pouvoir militaire consolidé. Évidemment, beaucoup de personnes critiquent cette histoire en disant que c'est fou, c'est pas de la démocratie. Bon, je ne sais pas si le Niger se réclame démocratique, parce que le Burkina Faso, à travers M. Traoré, a dit clairement que nous ne sommes pas une démocratie. La démocratie n'est que l'aboutissement. On passe forcément par une révolution et nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution. Une démocratie doit mûrir. Une démocratie doit mûrir. C'est-à-dire qu'il faut aller petit à petit, mollo, éduquer la population pour arriver à une démocratie. C'est comme le font nos frères au Burkina Faso, avec la brigade La Balle, où les gens sont éduqués. Pour préparer les gens à une démocratie, il faut qu'ils soient éduqués. Pour préparer une démocratie parfaite, il faut être éduqué. Éduquer, c'est le respect de la loi, le respect de la situation, la propriété, l'intelligence mondiale, l'hygiène intellectuelle. Sinon, on aura dans une démocratie des gens qui sortent leur merde de leur derrière et mettent au visage du président et disent « Monsieur, je suis dans ma liberté d'expression, c'est la démocratie ». Alors, au Niger, les partis politiques ont été suspendus. Beaucoup de gens, évidemment, critiquent. Beaucoup de gens critiquent disant que c'est injuste, c'est incorrect, ce n'est pas bien. Mais bon, on retient aussi, évidemment, dans ce cas, qu'en Ukraine, les partis politiques ont été suspendus parce qu'on avait l'impression que le pays devrait marcher vers une seule direction. C'est pourquoi le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine a décidé que, compte tenu de la guerre à grande échelle déclenchée par la Fédération de Russie et les liens entre elle et certaines structures politiques, les activités d'un certain nombre de partis politiques sont suspendues pour la période de la loi martiale. Quand vous êtes en guerre, par exemple, c'est difficile d'avoir plusieurs partis politiques parce que quand celui-ci tire par-ci, l'autre tire de l'autre côté, ça devient compliqué. Est-ce que c'est bien de ne pas avoir des partis politiques? Ça peut être très difficile, ok? On pourrait comprendre. Ce n'est pas facile du tout. Mais est-ce que la démocratie multipartisme est la seule façon qui fonctionne? Absolument pas. Avec M. Kadhafi, qui était quelqu'un de bon, on a vu les preuves. Il n'y avait pas d'élections comme ça ou de démocratie, mais les gens étaient heureux. Mais bon, est-ce que M. Tiani est Kadhafi? Ça, c'est une question très intéressante. On ne sait pas le dire. En tout cas, jusque-là, pas encore. Donc, c'est ça. Le Niger a nationalisé l'uranium. Okay, les mines sommaires d'uranium ont été nationalisées. C'est le bien de l'État maintenant. Après 50 ans, c'est le bien de l'État. C'est un pouvoir fort. Merci infiniment, les amis. Je pense que c'est important. Beaucoup de personnes ne savent peut-être pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'on le sait d'ailleurs, mais je pense qu'il était important de raviver l'esprit, okay, de rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe au Niger actuellement? Quels sont les changements palpables depuis l'arrivée de M. Tiani? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Il y a un président qui a marché comme ça aussi dans son pays, le président Mobutu. Okay, il était bien au départ, il faisait des choses bien, mais après tout a changé, malheureusement. Mais est-ce qu'on peut dire que monsieur est suivi comme ça parce que c'est un méchant qui fait peur aux gens, comme Mobutu faisait peur aux gens, comme Kim Jong-un, où les gens le suivent comme ça vraiment parce que c'est quelqu'un de bien?